Buongiorno. Non, c'est pas italien. Non. Ok. Ben voici, en fait, on peut voir ça comme un résumé. C'est un résumé avec un certain angle sur, en rouge, les différents aspects de notre méthode et ici en noir, le rôle de l'enseignant. Donc, si je zoome, on va reprendre de ce que nous avons vu, c'est-à-dire que on a vu des drills et on a vu un travail par objectif, notamment avec les tests où il faut 80%. Et idem pour les drills, pour passer de niveau, il faut aller faire un test avec 80%. Mais les drills, c'est pour combler les lacunes, notamment dans une classe hétérogène, où on a parfois des élèves de 14 ans qui ont un niveau de maths de 10 ans. Ça arrive. Euh, alors que quand on suit le livre de maths, le livre d'école, on a plutôt le programme officiel. Et là, on doit avancer dans le programme officiel. Donc finalement, on fait les deux en même temps. C'est clair que si toute la classe a beaucoup de lacunes, on va faire plus de drills et moins de programmes. Parce que sinon, de toute façon, si on leur explique le programme, on va les perdre. Euh, donc, si je reprends ici, souvenez-vous, il y avait des tests que l'on... Il y a un plus grand nombre de tests parce que si on n'a pas 80%, on recommence. On n'a pas 80%, on recommence. Et puis on a 80%, ok, on se déplace au chapitre suivant. Il y avait un tableau de progression où on notait le nom de chaque élève et une colonne pour chaque chapitre ou pour chaque objectif que le prof a décidé. Et il y avait aussi moins d'explications collectives. On a moins de temps pour que le prof explique. On a plus de temps pour faire travailler les élèves aux tests, aux exercices. Et donc, on a plus de temps pour les observer en train de travailler. Donc, c'est comme si on les regardait faire leurs devoirs. Et surtout au début, c'est important de les réentraîner comment travailler, de voir comment ils travaillent et de les aider sur le comment ils travaillent. Et sur le comment ils travaillent, on va en parler ici, ce sont les stratégies d'apprentissage. Donc, pour voir comment ils travaillent, il faut, en tant que prof, que je parle moins. Parce que si je parle tout le temps, je ne vois pas comment ils travaillent. L'idée de ce tableau-ci, c'était d'évoquer les rôles. C'est-à-dire que on a une colonne pour le classique, une colonne pour voilà, quelque chose de plus différencié, de plus personnalisé. On a une ligne pour les élèves, une ligne pour le prof. Donc, un élève classique, son rôle, c'est d'être présent, d'être assis sur sa chaise. On regarde avec comment tu appelles ça, un tableau de présence, un carnet de présence. En italien, comment tu dis ça? Registro, si, voilà. On regarde avec un registre s'il est présent, on fait des comptes. Est-ce qu'il est calme? S'il n'est pas calme, il sort de la classe. Il va chez le proviseur ou chez l'éducateur. Voilà. Euh, et son rôle, c'est de recevoir. Je suis assis et je reçois ce que le prof me donne. Je parle très peu parce que quand je parle, tous les autres élèves se taisent. Peut-être que je vais au tableau et je parle, mais c'est pas souvent parce qu'il y a 25 élèves. Donc même si le prof se tait tout le temps, je parle que 1/25e du temps, puisqu'il n'y a qu'un élève qui parle à la fois. D'accord? Et donc, je suis surtout en mode recevoir. Et si je suis en mode recevoir, ben, c'est que le prof donne. Je peux recevoir, c'est le prof donne. Donc le prof, c'est beaucoup d'énergie pour lui. Euh, il, il, il se voit souvent comme un acteur. Et si les élèves n'écoutent pas, c'est que son show n'est pas assez bon. Et donc, il est là à regarder les élèves. Est-ce que tu es attentif? Et je te pose une question et je te fais une remarque pour être sûr que les élèves reçoivent. Dans la nouvelle posture, les rôles changent. C'est-à-dire que le rôle de l'élève, c'est d'essayer de réussir les objectifs. Donc, c'est à lui, quelque part, de se prendre en main, donc de prendre
la matière est là, elle est dans le cahier, il y a des exercices, il y a des solutions, et il doit prendre. Euh, L'enseignant, ben, il explique moins, il se tait, et il y a un silence en classe, et ben, si l'élève ne fait rien, ça se voit tout de suite. Et donc, il doit commencer à se mobiliser et apprendre. Mais dans un cadre précis de réussir les objectifs des tests ici que l'on aura, dont on avait parlé la fois dernière. Donc, tous ces tests qui se déroulent souvent ont une grande importance euh, parce que ça permet de confronter l'élève s'il y est ou pas encore. Comme dirait Carol Dweck, euh, not yet, pas encore. On ne dit pas à un élève, tu as raté, on dit à un élève, tu n'as pas encore réussi. Parce que ça sous-entend que tu vas encore essayer. Euh, et tu vas encore essayer, ben, c'est la petite flèche qu'il y a ici. Not yet. Again. Again. Et peut-être qu'au début, ça prend beaucoup de temps parce qu'il va essayer beaucoup de fois. Mais au moins, ça va rentrer que être présent et rester calme, ça ne suffit pas. Donc son rôle, c'est d'essayer de réussir les objectifs et donc il doit prendre. Il doit aussi, en termes d'objectifs, combler ses lacunes. Alors, allons voir où est la flèche. Ici. Donc, il y a deux types de tests, les tests sur le programme et les tests sur les drills, sur les lacunes. Par exemple, il doit passer du niveau 3 de fraction au niveau 4 fractions, du niveau 5 géométrie au niveau 6 géométrie. Et donc, dans le tableau d'objectifs, on va sans doute fixer des dates. On va lui faire promettre, Luigi, qu'est-ce que... Ok, tu es niveau 3, ça fait 3 semaines que tu es niveau 3 en fraction. Quand est-ce que tu vas passer niveau 4? Je ne sais pas, madame. Mauvaise réponse, tu dois me donner une date. Alors, Luigi va donner n'importe quelle date tant que ce n'est pas aujourd'hui et tant que ce n'est pas demain. Donc, il va dire après-demain. Mais enfin, Luigi, ça fait 3 semaines que tu t'entraînes sur les fractions et tu fais encore 2 jours pour t'entraîner. Je trouve ça trop. Mais bon, ok, après-demain, mais tu as intérêt à réussir. Donc, tous les jours, je vais demander à Luigi, tiens, ce niveau de fraction, il en est où? Ça ne dure pas longtemps, ça dure peut-être 5 secondes, 10 secondes. euh, et je fais pas ça avec tous les élèves, parce que Luigi, il a du mal à avancer dans ses objectifs, mais peut-être que Anna, ça marche très bien et je dois rien lui dire. Et donc, je vais rappeler son rôle à l'élève tous les jours. Le rôle de l'élève implique aussi de décider. C'est-à-dire, je décide si je prépare mon niveau 4 de fraction, ici, ou peut-être je vais préparer mon niveau 8 de géométrie, ou peut-être je vais faire le chapitre 5 de mon manuel scolaire, mais on a déjà commencé le 6, donc je pourrais m'entraîner au 6. Par exemple, peut-être que tu fais 2 chapitres en même temps, un algèbre et un géométrie. Il y a beaucoup de profs de maths qui font ça. Pour pas faire tout le temps algèbre, 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 on fait un peu algèbre, géométrie, voilà. Donc il y a au moins 2 chapitres en cours dans le programme et peut-être un chapitre en retard, ça fait 3. Plus 2 drills, ça fait 5. Donc il a le choix entre 5 domaines à travailler. Et donc il doit décider. Et pour chaque domaine, il doit décider qu'est-ce que je vais faire. Supposons qu'il choisisse, ok, drill de fractions, je vais m'entraîner pour les fractions, je veux réussir mon niveau 4. Qu'est-ce que je vais faire? Des exercices? Peut-être. Ou alors je vais regarder les exercices hier que j'ai ratés et je vais essayer de comprendre. Et peut-être que je dois regarder une vidéo de la Khan Academy pour comprendre. Ou une vidéo italienne, peu importe. Ou peut-être que je vais demander à Anna si elle a 3 minutes pour m'expliquer un calcul que je n'ai pas compris. 3 minutes et pas 4, et on met un timer. D'accord. Euh, ou peut-être que je ne sais pas. Et que, alors là, c'est le prof qui va intervenir. Et donc,
je vais aussi beaucoup décider. Ici, dans le mode classique, je décide pas grand-chose, je suis présent et c'est le prof qui décide ce qu'on fait maintenant. Et donc, un élément clé de la motivation, c'est le pouvoir de décision. En fait, c'est dans un cadre, parce que je ne peux pas décider de dormir, je ne peux pas décider de dessiner ou de faire de la musique. Dans un cadre, je vais avoir un nombre de choix limité, mais je vais avoir le choix. Et le choix, c'est important pour augmenter la motivation, c'est ce qu'on voit ici. C'est-à-dire que on essaie que l'élève passe d'une posture de consommateur, où il est à l'école, où c'est un droit, où on doit faire des choses pour lui. C'est pas lui qui va nettoyer les toilettes, si? Non, hein, non, 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 non. Lui, il va salir les toilettes en mettant des graffitis sous les portes. Oui, hein, voilà. Euh, il va jeter son papier dans la cour peut-être, il va demander qu'on lui fasse à manger, qu'on lui serve à manger chaud à midi, par exemple, et qu'on organise un voyage scolaire pour lui. Il est consommateur, comme au restaurant. Euh, et on va essayer de le faire passer dans une posture de copropriétaire. Et ça, je pense qu'on en parlera dans une autre vidéo beaucoup, euh, de comment on peut faire. Donc l'idée, c'est que c'est pas le consommateur d'un restaurant, c'est le copropriétaire de mon restaurant ou de mon école. Et donc, pour pouvoir me sentir copropriétaire, il faut que je prenne des décisions. Ça commence par des petites décisions sur comment travailler. Et puis, ça peut grandir, ça on verra dans une autre vidéo, sur des décisions comment, dans quelle couleur on va repeindre les murs de l'école, par exemple. Ben c'est tout. Et donc, le rôle du prof, s'il n'explique pas, il est présent en classe, il est très présent en classe. Si le prof commence à s'asseoir et à faire ses emails, par exemple, catastrophe. Le climat de travail va... D'accord? Je vois Donatella qui fait oui avec la tête. Elle s'imagine bien se mettre à son bureau pour faire ses emails et que c'est la foire. Donc, le prof est présent, solide, debout, souvent, euh, et il regarde ce que les élèves font. Il doit faire croire, et le mieux, c'est que ce soit la vérité, il doit faire croire aux élèves que ce que les élèves font l'intéresse très fort. Ce que tu fais, Luigi, ça m'intéresse. Qu'est-ce que tu fais? Comment tu fais dans ta tête? Est-ce que ton cahier est en ordre? Est-ce que tu as besoin d'aide de Mario pour mettre ton cahier en ordre? Qu'est-ce que tu fais, Anna? Est-ce que ce n'est pas des exercices trop faciles pour toi? Je pense que tu es prêt pour le test, mais que tu n'oses pas demander pour le test. Quand tu vas faire le test? Aujourd'hui? Aujourd'hui, oui. Dans 10 minutes. Entraîne-toi encore 10 minutes et il y a un test dans 10 minutes. Tu peux faire le test dans 10 minutes. Et donc, le prof est très présent et il passe d'élève en élève, il accompagne, il motive, il pousse à se dépasser. Et donc, son rôle n'est pas de donner la matière, mais de la rendre disponible. C'est un peu comme un buffet. Si c'est un restaurant, le prof, il a préparé le buffet, et puis les élèves arrivent, et le prof reste là, et il voit qui mange quoi, et il aide les élèves à goûter peut-être des nouvelles choses. Ici, on est plus dans le classique où le prof va couper la viande et mettre dans la bouche de l'élève. Ah, quelque chose comme ça. Et l'élève, il est là. Et donc, c'est très compliqué de passer d'un consommateur d'école à un copropriétaire d'école. C'est beaucoup de travail, il n'y a pas de formule magique, mais si vous voulez travailler la motivation, c'est une voie, c'est une direction qui me semble très importante. Alors, il y a un autre rôle de l'élève qui est ici. Donc, le rôle, c'était essayer d'atteindre les objectifs, combler ses lacunes, prendre la matière, décider, mais aussi aider. Il va aider au niveau scolaire, c'est-à-dire qu'il va expliquer aux autres élèves.
Par exemple, Anna va expliquer l'exercice de fraction à Luigi, mais il va aussi aider le prof. On a vu, on verra dans une autre vidéo, mais on a vu hier, il y avait d'autres rôles. On a vu hier qu'il y avait notamment le rôle d'organiser les tests, mais on verra demain qu'il y a aussi le rôle, par exemple, d'organiser les enchères. Donc les enchères, c'est quand on va vendre des privilèges aux élèves en échange de points, pas de points du bulletin, mais de jetons qu'ils auront gagnés. Ben, organiser tout ça, ça peut être fait par l'élève. On peut avoir un élève responsable de l'ordre dans les cahiers. Et dès qu'il y a un élève qui a un problème de feuilles, il lui manque des feuilles, ses feuilles sont dans le désordre, il ne sait plus très bien, cet élève-là va servir de guide ou de référence et il a son cahier super en ordre pour montrer dans quel ordre sont les feuilles, etc. On peut avoir un élève responsable du climat de travail. Je ne dis pas du silence parce qu'on peut travailler en chuchotant si on s'explique, mais en tout cas du bon climat de travail. Et souvent, moi, je mets 2 élèves responsables pour ça. Et donc, parfois, ces élèves ont leur GSM avec un sonomètre pour mesurer le volume sonore dans la classe. Et si le volume sonore est trop haut, euh, ils le voient et c'est eux qui vont faire chut, qui vont calmer les autres élèves. Et donc, c'est compliqué, on le verra demain, de déléguer. Mais donc, un rôle du prof qui n'est pas écrit ici, c'est aussi de déléguer pour se faire aider par les élèves. Quand je me fais aider par les élèves, je suis beaucoup plus puissant. Quand je fais tout moi-même, je suis le bottleneck, je suis le goulot d'étranglement. Dès que moi je suis trop occupé, il y a une file d'attente à mon bureau, il y a du bruit qui commence, j'ai du travail à la maison. Pour ne pas avoir de travail à la maison, pour avoir un climat de classe solide, il faut déléguer. Et ça nécessite d'apprendre aux élèves un métier. Ça, on l'a vu hier. Il ne faut pas trop changer les rôles, il faut qu'ils soient d'abord forts dans leur métier, dans leur rôle ici. Et donc, le fait qu'ils viennent aider, ça fait aussi, et le fait qu'ils décident ici, ça va aussi nourrir leur empowerment. Et ça va les faire se sentir copropriétaires de leur école. Oui, dans mon école, j'ai un rôle. Oui, je vais aider un autre élève. Oui, je vais être responsable de l'ordre dans les cahiers. Oui, je vais décider que maintenant, je fais les fractions. Et quand j'ai décidé que je fais les fractions, j'ai décidé que j'allais voir une vidéo. Donc, au plus je décide, au plus je prends l'habitude de m'entreprendre, de sortir de mon apathie. Apathie, léthargie. euh, non, je me redresse et allez, je vais prendre. Si je termine le tableau, on va voir que j'ai surtout parlé ici de gestion de classe. J'ai parlé de comment allait se comporter l'élève et comment on allait augmenter sa motivation. Et donc, ça, c'est la partie discipline, c'est la partie motivation, c'est la partie comment j'anime la classe pour que tout se passe bien. Et les profs débutants, souvent, ils ont difficile avec ça. Les profs plus expérimentés, ils ont un espèce d'instinct où ils sentent que tel élève, il va poser problème aujourd'hui et ils doivent faire attention. Euh, et donc, ils arrivent à prévenir les problèmes. Prévenir, c'est-à-dire anticiper pour ne pas que ça arrive. Les profs plus débutants ou qui ont une mauvaise gestion de classe, ils passent leur temps à éteindre le feu. Ils passent leur temps à éteindre les incendies, ils passent leur temps à résoudre les problèmes. Les profs expérimentés, ils passent leur temps à empêcher les problèmes. Et ça, c'est beaucoup plus rentable. C'est beaucoup plus... Ça augmente le temps de maths s'il y a moins de problèmes.
Ça, c'est une chose avec laquelle on travaille beaucoup dans les écoles, mais ce n'est pas l'objet de la formation de cette semaine. Il y a la différenciation, qui est tout ce qu'on a expliqué en bleu ici, comment faire en sorte que les élèves soient à leur niveau, occupés à leur niveau. Et alors, il y a les stratégies d'apprentissage. Ça, on n'en parlera presque pas, mais je peux en parler un petit peu maintenant. Il y a beaucoup de chercheurs, de scientifiques qui se sont posé la question de la méthode, comment apprendre efficacement. Il y a beaucoup de réponses qui ont été données depuis des dizaines et des dizaines d'années. Et donc, il y a par exemple ce qu'on appelle en français la gestion mentale, en anglais Neuro-Linguistic Programming ou programmation neurolinguistique, PNL. Il y a les neurosciences plus récemment. Il y a beaucoup de choses où on se dit comment doit faire l'élève pour réussir. Alors, il y a l'aspect méthode. Oui, il faut un cahier en ordre. Oui, il faut faire des pauses. Oui, il faut manger sainement. Mais il y a aussi autre chose. Il y a comment je fais dans ma tête. Et ça, il y a très peu de profs qui sont formés pour ça. Et il n'y a quasiment aucun élève qui sait ce qui se passe dans sa tête. Il y a les élèves performants, ils le font d'instinct, ils le font naturellement et ils ne se posent pas la question. Ils font les bonnes choses dans leur tête et ça marche bien. Il y a des élèves pas performants et qui travaillent dur. Les élèves qui travaillent dur et qui ont des mauvais résultats, souvent ils font pas ce qu'il faut dans leur tête. Et quand ils demandent à un copain performant comment tu fais, le copain qui est performant, il ne sait pas comment il fait. Il le fait. Euh, c'est un peu comme si je demande à mon chat comment il fait pour respirer. Il ne sait pas, mais il le fait. Euh, et donc, les élèves qui travaillent dur, mais avec qui ça ne marche pas, ils se découragent. Et puis, ils ne travaillent plus. Et donc, l'idée, c'est de leur redonner d'abord des petites victoires. Et pour ça, il faut se remettre à leur niveau. Et leur niveau, c'est peut-être fraction niveau 3, alors qu'ils sont normalement à leur âge au niveau 12. Mais là, on les remet au niveau 3. Ils vont avoir des petites victoires et ils vont réessayer. Mais quand ils réessayent, il faut bien regarder comment ils font. Et comme le prof est en classe, il parle moins. Pas que moi maintenant je parle beaucoup. Mais en classe, je parle moins et j'accompagne. Et donc je regarde comment les élèves travaillent. Et quand je regarde comment ils travaillent, je me dis souvent, si tu travailles comme ça, Luigi, tu vas pas y arriver. Bon, ça va être dur. Hein. Le nombre de fois que j'ai vu un élève, par exemple, pour étudier un théorème en maths, il ouvre son cahier et il regarde. Comme si c'était un soleil et qu'il allait bronzer avec les rayons du théorème de maths. Mais ça ne marche pas comme ça. D'accord? Donc, si tu lui dis étudie à la maison, tu ne vois pas comment il fait pour étudier. Par contre, s'il étudie en classe son théorème de maths, tu vois, l'élève, il est là. Il voit que tu le regardes, alors il continue. Sinon, il aurait arrêté depuis longtemps. S'il avait été à la maison, il serait déjà comme ça sur son GSM. Hein. D'accord? Donc, si tu le vois faire ça, tu lui dis non, c'est pas la bonne manière pour l'étudier. Et par exemple, et c'est parfois des simples questions de bon sens. Hein. D'abord, c'est est-ce que tu l'as compris? Tu peux pas étudier par cœur un truc que tu comprends pas. C'est difficile. Est-ce que tu l'as compris? Et si tu l'as pas compris, tu vas demander à Anna, encore Anna, qu'elle t'explique. Et quand tu as compris, je vais te dire quoi faire. Alors, par exemple, pour mémoriser, il faut cacher. Donc, tu regardes, tu caches et tu le refais. Et si tu as oublié à la moitié, tu peux le reprendre. Et tu recommences en regardant le moins de fois possible. Donc ça, ce sont des techniques simples, mais on ne l'explique pas aux élèves, parce que souvent, ils travaillent à la maison. Et donc, toute une partie de ce que nous, on fait,
c'est euh, enseigner aux élèves et aux profs des stratégies d'apprentissage. Et ça complète un triangle où on a la différenciation, un changement de posture. On va travailler la motivation, la gestion de classe, le fait que les élèves soient autonomes, qu'ils qu'ils organisent leur classe eux-mêmes, les activités en tout cas. Et finalement, qu'est-ce qui se passe dans leur tête pour que ceux qui font un effort ont des résultats très vite. Et quand ils ont des résultats très vite, ils se remotivent et ils comblent leurs lacunes. Ce sera tout pour aujourd'hui. Merci beaucoup.